Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. À 2 mois du procès de Cédric Jubilard, qui sera jugé pour le meurtre présumé de sa femme Delphine, disparue en décembre 2020, Le Parisien a publié le jeudi 10 juillet un témoignage inédit et accablant pour l'accusé. Sa dernière petite amie, qui lui rendait visite à la prison ces derniers mois, affirme que Cédric lui a fait des aveux répétés au parloir. Il lui aurait expliqué en détail comment il a tué son épouse et comment il a ensuite fait disparaître son corps qui n'a jamais été retrouvé. Alors que dit précisément cette ex-compagne et quelles répercussions ce témoignage peut-il avoir sur l'enquête et sur le procès ? On fait le point dans Code Source avec Ronan Folgoas. Il couvre cette affaire depuis le début au service police-justice du Parisien. Ronan Folgoas, le mercredi 9 juillet, vous contactez par téléphone celle que vous décidez d'appeler Justine dans l'interview pour préserver son anonymat. Elle vous fait quelle impression pendant l'entretien ? C'est une jeune femme qui est en colère parce que quelques heures plus tôt, un article vient de sortir sur le site de la Dépêche du Midi, à ses yeux incomplet, imprécis par moments, qui fait état d'aveux que Cédric Jubilard aurait formulé auprès de sa compagne c'est elle. Elle accepte d'abord cet entretien que je lui propose assez tard dans la soirée du mercredi 9 juillet. Au bout de quelques minutes, parce que ça se décompte pas tout de suite, c'est quand même un sujet très lourd qu'elle n'a jamais évoqué. Là, oui, elle se livre au-delà de ce que je pouvais imaginer. Justine est donc la compagne la plus récente de Cédric Jubilard. Comment est-ce qu'ils se sont rencontrés ? Alors ils se connaissent en réalité depuis le début de l'année 2021. À cette époque, Cédric Jubilard est encore en liberté. Sa femme Delphine a disparu depuis quelques semaines. Et donc Justine se propose de l'aider, y compris sur le plan matériel et financier, le contact sur les réseaux sociaux. Et un échange se noue, une relation se crée. Et ils vont converser de nombreuses fois, notamment par visio, sur cette période qui va de février 21 à avril 21. Et puis ensuite, Justine disparaît de la vie de Cédric Jubilard, de la vie quotidienne, puisque Cédric Jubilard rencontre une nouvelle compagne. Vous allez nous raconter dans le détail ce qu'elle vous a confié pendant cet entretien, mais d'abord, on va rappeler l'essentiel de cette affaire qui commence il y a plus de 4 ans, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Cédric Jubilard, un peintre plaquiste en bâtiment de 33 ans, signale la disparition de sa femme Delphine, 33 ans aussi, infirmière de nuit avec qui il a 2 enfants. D'après Cédric Jubilard, elle aurait quitté à pied leur domicile de Cagnac-les-Mines dans le Tarn, près d'Albi, avec seulement son téléphone portable et une doudoune. Son corps n'a jamais été retrouvé malgré d'intenses recherches. Au mois de 2021, coup de théâtre, Cédric Jubilard est arrêté et mis en examen pour meurtre par conjoint. L'instruction va durer plus de 2 ans et se conclut par un renvoi de Cédric Jubilard devant la cour d'assises. Ronan Folgoas, pour les magistrates qui ont instruit l'affaire, Cédric Jubilard a tué Delphine au cours d'une dispute. Sur quels éléments s'appuie l'accusation ? Alors il y a d'abord 2 témoignages clés, celui du fils de Cédric et Delphine Jubilard, Louis, qui est alors âgé de 6 ans, et qui est capable de décrire dès le lendemain de la disparition une discussion entre ses parents à un moment, vers 23h, où Cédric Jubilard, lui, prétend déjà être couché. Ce premier témoignage fissure un peu la version de Cédric Jubilard. Au fil des auditions, Louis va préciser son témoignage et il va parler d'une discussion animée, et même d'une dispute. Une dispute avec un contact physique, c'est une altercation en réalité qu'il finit par décrire. Donc il y a ce premier témoignage, et puis il y a un deuxième témoignage clé, c'est celui de 2 voisines qui sont situées à une centaine de mètres à vol d'oiseau de la maison des Jubilard, et qui vont être capables de décrire et de situer vers 23h07 les cris d'une femme qui peine à retrouver sa respiration, des cris de femme, des cris de peur, d'effroi, qui sont mélangés, disent-elles, aux aboiements de 2 chiens. Or les Jubilard ont 2 chiens. Est-ce qu'il y a des preuves matérielles ?
Il y a aussi un élément matériel, il n'y en a pas beaucoup dans ce dossier, mais celui-ci est parlant. C'est la paire de lunettes que portait Delphine Jubilard le soir de sa disparition. Elle regardait la télévision avec son fils et cette paire de lunettes est retrouvée cassée, déformée. Cette paire de lunettes a été examinée, expertisée et la déformation serait la conséquence d'un coup puissant porté de l'extérieur vers l'intérieur et peut-être le signe d'une dispute entre les deux époux. Et il y a tout un contexte qui aurait pu motiver ce meurtre. Le contexte d'une séparation difficile, visiblement très mal vécue par Cédric Jubilard. Delphine avait manifesté, exprimé son envie de divorcer quelques mois plus tôt. Et ce soir-là, ce 15 décembre 2020, il est possible que Delphine Jubilard ait exprimé une envie encore plus précise, encore plus concrète, encore plus imminente, puisque quelques heures plus tôt, elle a échangé avec la femme de son amant. Delphine Jubilard avait effectivement un amant depuis plusieurs mois avec qui elle envisageait de refaire sa vie, et la femme de l'amant était au courant de cette situation depuis quelques jours et un contact s'était noué entre les deux femmes le 15 décembre précisément, et Delphine Jubilard à partir de cet instant envisageait clairement de refaire sa vie avec son amant. Et c'est aussi l'attitude de Cédric Jubilard dans les heures et les mois qui suivent la disparition de sa femme qui le rendent coupable aux yeux de l'accusation. C'est son comportement globalement avant et après les faits qui pèse aussi contre lui. Avant les faits, il a exprimé auprès de plusieurs personnes son envie de tuer Delphine. Il a même dit à l'une des personnes clés de cette affaire, qui est sa maman, Nadine, qu'il voulait l'enterrer, qu'il connaissait un endroit où on ne la retrouverait jamais. Et puis, après les faits, il n'a que très peu donné l'image d'un mari inquiet de la disparition de sa femme, qui guetterait un éventuel retour, qui s'activerait pour mener des recherches. Non, pas du tout. Cédric Jubilard, au bout de 2 jours, il a donné le sentiment aux enquêteurs, en tout cas, qu'il avait presque tourné la page, qu'il était passé à autre chose. Il n'appelait même plus le téléphone de son épouse. Et dans les mois suivants, alors qu'il est encore en liberté et ensuite en détention, il a exprimé auprès de plusieurs personnes ce qui ressemblait à des débuts d'aveu. Il y a eu quelques rebondissements pendant cette enquête, notamment à l'été 2021. Un ancien codétenu de Cédric Jubilard affirme alors que ce dernier lui a expliqué comment il a tué sa femme et où il l'avait enterrée. Comment se termine cette histoire ? Les deux hommes ne se sont jamais vus en réalité, mais ils communiquaient à travers les barreaux de leur cellule. Et Marco a expliqué aux gendarmes de la section de recherche de Toulouse que Cédric Jubilard avait expliqué avoir commis les faits. Il aurait vrillé, selon les termes rapportés par Marco. Il m'a dit je suis dans ma chambre, j'ai plus de batterie dans mon téléphone. Je suis parti au salon prendre mon chargeur. Pendant ce moment-là, j'ai vu que l'autre connard lui a envoyé des messages. Donc j'ai pété les plombs, je m'en suis débarrassé. Il explique aussi qu'il s'est servi d'un couteau, qu'il a utilisé la voiture d'un ami à lui. Enfin, il y a tout un ensemble d'éléments qui ont posé question aux enquêteurs, puisqu'ils ne collaient pas toujours à l'idée qu'ils se faisaient du scénario criminel. Mais ça a débouché quand même sur une campagne de recherche extrêmement approfondie, sur une région très délimitée, qui était située à 1 km, 1,5 km du domicile des Jubilard, en pleine campagne. Et donc ils ont fouillé cette zone qui pouvait avoir du sens en termes d'accessibilité, en termes de discrétion. Ça pouvait être un bon endroit, entre guillemets. Les militaires spécialisés dans des fouilles opérationnelles ont creusé, ont fait des travaux de terrassement sur cette zone, mais ça n'a finalement rien donné. Quand Cédric Jubilard est arrêté en juin 2021, il entretient une relation avec une certaine Séverine, mais cette relation va s'arrêter rapidement. Séverine a poursuivi sa relation de manière épistolaire avec Cédric Jubilard après son placement en détention. Elle a vécu avec lui pendant 2 mois juste avant. Et puis elle comprend que Cédric Jubilard monte des stratagèmes pour qu'elle l'aide à peut-être récupérer du produit stupéfiant. C'est en tout cas l'idée qu'elle se fait de ces messages codés parfois. Et puis elle est placée en garde à vue, Séverine. C'est ça qui provoque aussi une rupture définitive entre elle et lui. Elle est placée en garde à vue au mois de décembre 2021 parce qu'elle aurait pu aider Marco à retrouver le corps de Delphine, ce qui laissait à comprendre qu'elle avait pu elle-même avoir une connaissance de la localisation du corps de Delphine. Les enquêteurs se sont demandé si elle avait pu éventuellement participer à un éventuel recel de cadavres. C'est en tout cas la raison pour laquelle elle a été placée en garde à vue et finalement elle a été laissée libre à l'issue de cette mesure, laissée libre sans charge.
Cédric Jubilard est incarcéré au centre pénitentiaire de Toulouse-Seyss. Comment il vit sa détention ? Alors il est placé d'emblée au quartier d'isolement parce que c'est un détenu très médiatique. Pour le protéger, eh bien, il est placé au quartier d'isolement, c'est-à-dire qu'il ne voit aucun détenu, il est seul dans sa cellule. Et au début, cela se passe très mal. Il est en conflit permanent avec les surveillants qui essaient de lui imposer les règles de la vie en détention. Et puis il rentre dans le moule, si j'ose dire. Et puis au fil des mois, des années, sa santé mentale aussi se dégrade un peu. Il est sous antidépresseurs, sous anxiolytiques, il dort avec des somnifères. Parfois, il est aussi dans un état assez dégradé sur le plan mental. Mais cet état mental va se stabiliser lorsqu'il rencontre sa nouvelle compagne, Justine, dont on parlait au début de cet épisode. Sa relation avec Justine, celle qui devient en fait sa nouvelle compagne, semble le porter et lui apporter un nouveau souffle. Il est plutôt adapté à cette vie en détention, il s'y est fait, il a trouvé un nouveau cadre de vie, un nouveau rythme et des nouveaux repères. On en revient donc à cet entretien et aux confidences que vous fait Justine. Est-ce qu'elle vous raconte comment sa relation s'est renforcée avec Cédric Jubilard pendant qu'il était en prison ? D'abord, Cédric Jubilard est autorisé à l'appeler au téléphone et donc là il passe beaucoup de temps, quasiment chaque jour, à échanger des nouvelles sur sa vie à lui, sur sa vie en détention, sur ce qui se passe aussi à l'extérieur. Bon, et puis la relation monte un peu en intensité, c'est-à-dire que d'abord ce sont des petits mots doux et puis après ce sont parfois des messages enflammés, très amoureux. Puis ensuite ils sont autorisés à se parler au téléphone à partir de 2023 et en 2024, eh bien la justice autorise Justine à se rendre au parloir de la prison pour rencontrer directement Cédric Jubilard. Et finalement, c'est la première fois qu'ils se rencontrent au mois de novembre dernier, novembre 2024. Et là, une relation sentimentale, amoureuse, peut s'épanouir dans le cadre très contraint du parloir. Dans quel type de parloir est-ce qu'ils ont le droit de se voir et à quelle fréquence ? C'est une petite pièce qui est placée sous la surveillance en principe des surveillants pénitentiaires et ils ont une autorisation de parloir hebdomadaire, parfois un parloir de 45 minutes, parfois un double parloir, là dans ce cas-là la durée portée à 1h30 et donc ils ont l'autorisation même de s'approcher de près et les contacts physiques sont autorisés dans une certaine mesure. À ce moment-là, quand ils se rencontrent au parloir, est-ce qu'elle est persuadée ou non de sa culpabilité ? Je ne sais pas vraiment si c'est une question qui l'intéresse beaucoup. Bien sûr qu'elle sait pourquoi Cédric Jubilard est placé en détention, elle n'ignore rien des faits, elle connaît même assez bien l'affaire, mais elle se situe ailleurs. Elle ne le résume pas, elle ne le réduit pas à cet acte criminel qu'il aurait pu commettre. Elle l'envisage autrement. Je pense pouvoir dire qu'elle a eu au moins à un certain moment, des sentiments très sincères pour lui. Quelle attitude est-ce qu'il avait avec elle au parloir ? Il semblait souffler le chaud et le froid, capable de gestes très tendres avec elle. Ils ont même eu un rapport sexuel qui a été d'ailleurs détecté par les surveillants pénitentiaires. C'est ce qui a entraîné une sanction disciplinaire suite à cet événement qui survient au cours de l'automne 2024, quelques semaines après leur première rencontre. Eh bien, il y a une suspension de 4 mois qui est décidée, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de contact physique, ils sont séparés par une vitre en plexiglas. Et à la suite de cela, eh bien, ils retrouvent enfin la possibilité de s'approcher de près, et ceci pendant tout le printemps, jusqu'au moment où eh bien, Justine décide de prendre ses distances. Son dernier parloir remonte au 18 juin. Et c'est donc pendant plusieurs rencontres au parloir que Cédric Jubilard lui aurait avoué le meurtre de Delphine. Alors, Cédric Jubilard s'exprime de manière tout à fait posée, ce n'est pas du tout dans un accès de colère ou de rage qu'il s'exprime de cette façon. Il raconte au fil des rendez-vous comment il aurait commis les faits. Il explique notamment bien que oui, il l'a étranglé, qu'il est arrivé par derrière, qu'il lui a posé une main sur le front et qu'avec l'autre bras disponible, il a pratiqué une clé de bras, une clé de coude, je ne sais pas trop comment l'appeler, mais en tout cas un mécanisme de strangulation. Et Delphine Jubilard aurait succombé de cette façon. Et cette scène, d'après la version qu'il donne à Justine, se serait produite à l'intérieur de la maison, à l'abri des regards, à l'abri des oreilles indiscrètes, et que Delphine Jubilard n'aurait même pas eu la possibilité de crier. C'est en tout cas ce qu'il raconte à Justine. Et il aurait même mimé, reproduit les gestes sur Justine.
Quand Justine m'a raconté cela, j'étais un peu surpris puisque cela se passe quand même dans un parloir qui est censé être surveillé. Mais en fait, la scène est très furtive. Justine raconte que Cédric a reproduit sur elle le geste qu'il aurait effectué sur Delphine. Et justement en mimant ce geste de strangulation avec cette main posée sur le front pour faire pression. Et c'est très surprenant, mais c'est ce qu'elle raconte et c'est tout à fait crédible. Elle a pris peur, elle, à ce moment-là ? Elle a eu le temps d'avoir peur, me dit-elle, puisque elle a aussi suffoqué pendant quelques secondes. Mais elle a eu le temps d'avoir peur. Et c'est là ce qui est troublant, c'est que ce qu'elle décrit, Justine, n'est pas un événement isolé. Il était capable, auprès d'elle, de manière régulière, d'aller porter ses mains sur le cou, comme si ça le démangeait, comme si ça le travaillait. Et donc il pressait le cou de Justine à plusieurs reprises pour la faire suffoquer parce que, semble-t-il, ça l'excitait. C'est ce qu'elle raconte en tout cas, Justine, et ne dit pas que Cédric Jubilard a tenté de la tuer, pas du tout, hein. Mais il y avait, pendant quelques secondes, des pressions très fortes qui pouvaient être exercées sur elle, et dans le contexte, évidemment, de l'affaire criminelle pour laquelle il est en détention, c'est pour le moins troublant. Est-ce qu'il a aussi quelques phrases, quelques allusions qui sont sans équivoque sur le fait qu'il aurait tué Delphine ? C'est en tout cas ce que Justine raconte dans l'interview qu'elle a accordée aux Parisiens. Elle lui dit « mais tu vas quand même pas me tuer !» C'est ce qu'elle le dit à moitié sérieusement, mais quand même pour interpeller aussi Cédric Jubilard et essayer de le faire redescendre en pression lorsqu'il était capable, semble-t-il, d'avoir ces gestes très violents à son égard. Il lui disait « non mais t'inquiète pas, j'en ai tué une, je pourrais en tuer une deuxième, mais si tu ne me trompes pas, tu n'as rien à craindre. » C'est en tout cas une phrase rapportée par Justine. Autre élément, d'après le témoignage de Justine, Cédric n'aurait pas tué Delphine sur le coup de la colère comme le suppose l'accusation. Expliquez-nous ça. L'accusation n'a pas essayé de faire la démonstration ou d'envisager même l'hypothèse d'une préméditation. Tout ça parce que la peine finalement est la même. La circonstance aggravante de meurtre par conjoint finalement amène à une durée de peine aussi longue que si c'était un assassinat. Mais l'histoire que raconte Cédric Jubilard à Justine est celle d'un assassinat, puisqu'il aurait prémédité son geste, il l'aurait préparé, il aurait envisagé un endroit où placer la dépouille de Delphine, et il aurait mûri son projet, et il serait passé à l'action, si j'ose dire, ce soir du 15 décembre, parce que c'était une date symbolique qu'il avait repérée, puisque c'était la date envisagée par le gouvernement à l'époque pour déconfiner la France. Dans une logique qui n'appartient peut-être qu'à lui, il lui semblait que c'était une bonne date. Il y a donc là un projet qui est, semble-t-il, réfléchi, planifié. C'est en tout cas ce que racontent les propos rapportés par Justine. Et il n'y a donc pas eu de scène de dispute, contrairement à ce qu'a affirmé le fils aîné de Cédric et de Delphine. C'est là que les propos rapportés par Justine peuvent sembler en contradiction avec l'instruction. En tout cas, Cédric Jubilard conteste, lui, l'idée que son fils a pu assister à quelque chose. Et il dit, mais non, mon fils n'a rien vu, il a peut-être assisté à une scène de dispute, mais ce n'était pas ce soir-là. Et puis sur le deuxième témoignage, celui des voisines, il ne comprend pas. Il ne comprend pas comment elles ont pu entendre quelque chose, puisque selon lui, Delphine n'a même pas eu la possibilité de crier, de se débattre, et que la scène a eu lieu à l'intérieur de la maison et non pas à l'extérieur, selon lui. Donc en fait, sa version à lui vient fragiliser ou vient contredire deux témoignages extérieurs qui pèsent assez lourd. Il lui dit aussi comment il se serait débarrassé du corps ? Ah oui, il est même assez précis, selon Justine. Il évoque un lieu qu'il aurait repéré quelques semaines auparavant, situé non loin d'un chantier sur lequel il travaillait. Si l'on comprend bien ce que dit Cédric Jubilard, en novembre 2020, à proximité d'un chantier, il a repéré sur une exploitation agricole un endroit loufoque, dit-il, pour placer le corps de son épouse si jamais il venait à la supprimer, ce qui est peut-être arrivé. Quand Justine reçoit ses confidences, ça lui vient pas à l'esprit d'aller en parler aux juges ou aux enquêteurs, par exemple ? C'est évidemment une question que je lui ai posée, et elle m'explique que ces éléments étaient, selon elle, encore trop flous. Il n'y avait pas de lieu précis, il n'y avait pas d'indication claire. C'était pourtant des informations d'une importance majeure, mais elle estimait que c'était encore trop flou. Peut-être aussi, et ça c'est moi qui le dis, peut-être aussi que oui, cet homme, elle l'aimait.
Et il lui paraissait invraisemblable, impossible d'aller rapporter ces éléments accablants aux enquêteurs, à la justice. Peut-être a-t-elle voulu le protéger un petit peu. Et puis au bout d'un moment, elle se rend compte que c'est beaucoup trop lourd, c'est beaucoup trop important. Et puis là, elle finit par nous raconter cela dans un moment assez particulier de sa relation avec Cédric Jubilard. Aujourd'hui, quelle est la nature de sa relation avec Cédric Jubilard ? Selon elle, les ponts sont rompus. De manière définitive, ça je ne le sais pas, mais en tout cas, elle n'est pas allée au parloir depuis le 18 juin. Elle ne reçoit pas d'appel de Cédric Jubilard, alors que lui pourrait encore éventuellement la joindre. Mais elle a eu le sentiment en fait que Cédric Jubilard l'utilisait. C'est en tout cas l'impression qu'elle s'est faite de leurs échanges, puisque Cédric Jubilard lui réclamait du produit stupéfiant. C'est ce qu'elle explique, et que en fait, il n'avait pas beaucoup de considération pour elle, pour le fait qu'il se voit tout simplement. Lui la voyait peut-être comme aussi une personne aux ressources, y compris sur le plan financier, parce qu'elle lui versait 200 € par mois. À partir du moment où elle se rend compte peut-être que Cédric Jubilard n'a pas forcément les mêmes sentiments pour elle, mais qu'il la voit surtout comme une personne aux ressources, bon, bah là, elle aurait décidé eh bien, à ce moment-là de s'écarter et de prendre ses distances. Vous, Ronan Folgoas, quand vous raccrochez après cet appel téléphonique, qu'est-ce que vous vous dites ? Je me dis que ces informations sont d'une importance majeure. Ils pourraient, s'ils étaient portés à la connaissance des enquêteurs aussi, aider éventuellement à retrouver le corps de Delphine à 2 mois du procès. Et puis je me dis que ça vient colorer encore un peu plus sa personnalité, la personnalité d'un homme comme ça qui non seulement s'épanche, mais qui raconte dans les détails aussi des éléments très précis, très circonstanciés. Ce n'est pas vraiment l'attitude d'un homme innocent, alors que lui clame pourtant officiellement, en tout cas, lorsqu'il est dans le bureau des juges d'instruction ou lorsqu'il a été face aux enquêteurs, un homme qui clame son innocence, sans convaincre vraiment. Et là, lorsqu'il s'exprime de manière plus libre, dans l'intimité d'un parloir, eh bien c'est une toute autre histoire qu'il raconte. Comment ont réagi les avocats de Cédric Jubilard ? Ils ont tenté de décrédibiliser un peu les propos, comme ils avaient pu le faire à l'époque avec Marco, son ex-codétenu. Ils ont tenté de s'attaquer à la personnalité de Justine. Je pense que pour eux, c'est un moment aussi difficile. Ils n'avaient vraiment pas besoin de cela à 2 mois de l'ouverture prévue, en tout cas, du procès de leur client. Que va faire la justice du témoignage de Justine ? Une réflexion est en cours. Là, au moment où l'on se parle, je n'ai pas d'informations précises à ce sujet. Peut-être qu'un supplément d'informations va être décidé par la présidente de la cour d'assises du Tarn, qui elle seule peut en décider. Et dans ce cadre-là, Justine pourrait être entendue par les enquêteurs, les gendarmes de la section de recherche de Toulouse, pour qu'elle reprécise son témoignage et qu'elle leur donne peut-être des éléments supplémentaires par rapport à ce qu'elle a pu nous dire dans cette interview. Et ensuite, s'il y a audition de Justine, peut-être qu'il y aura aussi une confrontation avec Cédric Jubilard, pourquoi pas. Et seulement à l'issue de cette étape, envisager éventuellement des nouvelles opérations de recherche. Mais là, ça reporterait de toute évidence le procès qui doit s'ouvrir normalement le 22 septembre. Merci Ronan Folgoas, je précise que vous avez consacré un livre à cette affaire, Le mystère Jubilard, enquête au cœur d'une disparition, c'est paru chez Studio Fact. Cet épisode de Code Source a été produit par Clémentine Spiller et Pénélope Gualquirotti, réalisation Pierre Chaffanjon. Si vous aimez Code Source, laissez-nous des pouces en l'air et des commentaires sur les plateformes d'écoute et sur YouTube, c'est ce qui nous aide le plus à nous faire connaître. Ne ratez pas non plus Crime Story, notre podcast fait divers, avec une nouvelle affaire criminelle racontée chaque samedi par la journaliste Claudia Prolongeau et le chef du service police-justice du Parisien, Damien Delceni.